Ce moteur n'a pas de carburant en vue, pas de soupape, pas d'échappement, et il fonctionne presque totalement en silence. C'est parce que sa source de carburant est la chaleur stockée dans ce gros bloc de métal dessous. Et on appelle ceci un moteur à air chaud, ou un moteur de Stirling. Voici une seringue en verre scellé avec un peu d'air à l'intérieur. Et si je chauffe la seringue, donc par conséquent l'air, il se dilate et pousse le piston vers l'extérieur. Puis, quand la chaleur disparaît, l'air se refroidit et se contracte. Le chauffage et le refroidissement de l'air, déplaçant le piston, constituent le principe de base du fonctionnement du moteur de Stirling. Le seul problème, c'est que ce chauffage et ce refroidissement sont trop lents, au lieu de chauffer et refroidir tout le système. On peut ajouter un autre cylindre avec un piston lâche à l'intérieur, contrairement aux pistons qui ont habituellement besoin d'un bouchon hermétique. L'air circule librement autour, permettant au piston de déplacer l'air d'une extrémité du cylindre à l'autre extrémité. Ceci s'appelle un piston dit déplaceur. Donc si on chauffe un côté de ce piston secondaire et qu'on garde l'autre extrémité froide, nous pouvons utiliser un piston déplaceur pour déplacer l'air entre les côtés chauds et froids, ce qui chauffe et refroidit rapidement l'air à l'intérieur et fait bouger le piston supérieur d'avant en arrière beaucoup plus rapidement qu'avant. Cela peut être fait indéfiniment, tant qu'un côté reste chaud et que l'autre est froid. Ou du moins jusqu'à ce que le piston par imprimante 3D fonde. Le piston dit déplaceur ne génère aucune puissance de sortie mais demande très peu d'énergie pour bouger, ce qu'on peut montrer en le remplaçant par ce roulement à billes. Donc, lorsque j'incline doucement le cylindre, les billes roulent d'une extrémité à l'autre et déplacent l'air entre les côtés, chaud et froid, ce qui se dilate et se contracte pour actionner le piston moteur au-dessus. En reliant le piston supérieur à un vilebrequin et en utilisant une partie de la puissance pour mouvoir le déplaceur en avant et en arrière, on devrait obtenir un moteur autonome. D'ailleurs, voici un moteur type qui fonctionne exactement comme ça. La chaleur est appliquée à cette partie en verre, tandis que l'autre côté du cylindre est refroidi par le dissipateur thermique. Quand le déplaceur va en avant et en arrière, l'air se réchauffe et se refroidit, puis est conduit dans le cylindre supérieur qui fait bouger le piston moteur. Cela transmet ensuite la puissance au vilebrequin, qui à son tour fait bouger le déplaceur à travers les engrenages, créant ainsi un cycle continu. Nous devons maintenant comprendre comment utiliser un moteur de Stirling pour faire fonctionner un vélo. Tout débute ici avec un gros bloc de métal et une longue liste de choses à faire. Les moteurs Stirling génèrent peu de puissance par rapport à leur taille. Donc, pour que cela fonctionne sur un vélo, nous avons besoin du plus gros moteur possible, mais qui puisse rentrer dans le cadre. Cela dit, ce ne sera pas le prochain moteur d'une superbike. Oh mon Dieu! Je vise 100 à 150 watts, soit environ 0,2 cheval-vapeur, juste assez pour maintenir, je l'espère, une vitesse de croisière de 25 km/h. Obtenir cette puissance d'un moteur Stirling n'est pas facile. De nombreux facteurs influencent le rendement, dont l'écart de température entre les côtés chauds et les côtés froids. La vitesse à laquelle la chaleur peut être transférée dans et hors de l'air, et la quantité d'air à l'intérieur du moteur qui effectue réellement un travail utile, ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui déterminent la conception du moteur. Comme par exemple, garder le côté froid aussi froid que possible. J'avais pensé utiliser un dissipateur thermique de processeur d'ordinateur, car ils sont économiques et ont une grande surface. Mais au final, essayer de canaliser toute cette chaleur dans un petit processeur fait pour l'ordinateur, ce n'était pas du tout pratique. J'ai donc choisi un refroidissement liquide interne, plus efficace pour extraire la chaleur rapidement. Et quand on essaie seulement d'obtenir environ 100 watts de puissance de sortie, même de très petites quantités de friction peuvent faire une énorme différence. Ce n'est pas simple car il faut des joints étanches autour du piston et de l'arbre du déplaceur. Maintenant que le bloc moteur est terminé, je peux l'installer sur le vélo avec un support temporaire, imprimé en 3D, suffisant pour faire quelques essais grâce au refroidissement par eau. Ensuite, ce grand support en aluminium se fixe à l'arrière du moteur, maintient les vilebrequins et se fixe aussi au cadre pour un meilleur soutien. Les manivelles sont elles-mêmes en aluminium, avec une poulie 3D à l'arrière, car j'utilise une courroie pour les relier à l'engrenage, plutôt qu'une roue dentée, comme sur le moteur modèle. Une bielle à roulement, à ajustement serré, relie la manivelle au piston pour que le mouvement soit fluide. Un piston déplaceur, ajusté de manière lâche dans son cylindre, ne devrait idéalement pas toucher les parois. Je vais le fixer sur une tige en acier inoxydable et, pour l'immobiliser, j'utilise ces roulements linéaires, le même type que ceux qu'on trouverait dans une imprimante 3D. Ils permettent à la tige du déplaceur de bouger de façon fluide et précise, ce qui maintient le déplaceur centré tandis qu'il se déplace. Ensuite, il y a le piston moteur, que j'ai conçu pour qu'il soit aussi léger que possible, et il se fixe à une autre tige en acier à l'aide d'une vis de pression.
Pour les segments de piston, je vais utiliser du polytétrafluoroéthylène, aussi connu sous le nom de téflon, en raison de son faible coefficient de frottement, même si ce n'est pas un matériau élastique. J'ai usiné de petits anneaux intérieurs servant de tendeur pour pousser le polytétrafluoroéthylène vers l'extérieur et améliorer l'étanchéité contre la paroi du cylindre. Les segments sont installés ainsi dans le piston, avec les ouvertures décalées de 180 degrés pour limiter les fuites de gaz. Une fois dans le cylindre, le piston glisse avec très peu de résistance. La tige du piston se relie au vilebrequin, mais le piston étant très court, un guide est nécessaire pour le maintenir droit. C'est le rôle de cette plaque arrière. Avant de l'installer, je dois découper des joints. J'utilise une feuille de silicone de 0,5 mm qui devrait supporter la température que ce moteur va atteindre et assurer une bonne étanchéité. Après avoir percé des trous pour les boulons, je fixe un gabarit 3D, trace le contour au couteau, puis desserre les boulons. J'obtiens ainsi un joint précis, parfaitement adapté au moteur, avec la plaque arrière et le joint monté. La tige du piston avait encore un léger jeu. J'ai donc ajouté une bague en polytétrafluoroéthylène montée avec une entretoise pour l'aligner parfaitement, et qu'elle bouge de manière linéaire. Ensuite, je relie les deux vilebrequins avec une poulie de synchronisation, que j'ai choisie plutôt que des engrenages, car c'est plus simple à connecter à un arbre de sortie pour entraîner la roue arrière. Le fait de voir enfin cette chose tourner me fait réaliser tout le travail que j'ai effectué pour en arriver là. Ça fait environ 2 mois de calcul, de conception, d'usinage. Ça représente énormément de travail. Et je commence à devenir un peu nerveux à l'idée de savoir si ça va fonctionner. Je suis content mais encore un peu stressé. Donc, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est fabriquer le cylindre et le piston du déplaceur, et ensuite on devrait pouvoir faire un essai. J'ai d'abord voulu construire une machine à vapeur, mais après avoir fait des recherches, j'ai vu que les moteurs de Stirling étaient bien meilleurs. Ils sont plus silencieux, plus efficaces et sûrs. Et une fois que j'ai compris comment ils fonctionnaient, cela a complètement changé la direction du projet. Avant d'installer le cylindre de déplacement, je dois fixer cette plaque qui fait le lien thermique entre le refroidissement à eau et l'air du moteur. La large surface de ce dissipateur thermique devrait refroidir l'air plus vite pendant le cycle moteur. Elle fait aussi office de plaque supérieure pour le cylindre de puissance, et tout l'air chaud en expansion y passe pour actionner le piston. Pour le déplaceur, il me faut un matériau léger et résistant à la chaleur. J'ai acheté plusieurs récipients et bouteilles en acier inoxydable pour tester leur compatibilité. En plus de constater cela, aucun d'entre eux ne correspond au diamètre standard des déplaceurs, deux moteurs de Stirling. J'ai trouvé une gourde qui devrait convenir à un cylindre de 80 mm, avec juste assez de jeu pour laisser passer l'air. J'ai ensuite fabriqué une petite plaque de fixation pour le déplaceur, qui se fixe à la tige en acier à l'aide d'une vis de pression. J'ai ensuite découpé le haut de la bouteille et percé quelques trous, ce qui permet de la fixer à la plaque inférieure. Et en faisant tourner le moteur à la main, on peut voir comment les deux pistons bougeront une fois que le moteur sera en marche. Mais le piston déplaceur devance le piston moteur d'environ 90 degrés d'angle de vilebrequin. Je dois maintenant fabriquer le cylindre du déplaceur, que j'ai prévu de construire en deux parties. La partie froide est fabriquée en aluminium comme le moteur, et j'ai ajouté des ailettes pour l'aider à rester froide. Il est monté sur le bloc moteur principal avec un joint assurant l'étanchéité, mais aussi l'isolant du refroidissement par eau. Si les ailettes d'air sont insuffisantes, je devrais peut-être ajouter un refroidissement par eau. Le côté chaud du cylindre doit résister à des températures bien plus élevées. Il devrait donc idéalement être en acier. N'étant pas encore à l'aise pour usiner l'acier, j'ai confié la fabrication de l'extrémité chaude à JLC CNC. Ils n'ont pas sponsorisé la vidéo, mais m'ont vraiment sauvé, car je n'aurais pas pu faire cette pièce moi-même. La pièce est fixée à la partie froide du cylindre, avec un joint silicone épais pour l'isoler. On ne veut pas que la chaleur aille vers la partie froide, ce serait de l'énergie perdue. Donc, avec le capuchon chaud bien serré, le moteur est complètement étanche. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est de chaleur. Ça devrait faire l'affaire. Nous n'y sommes pas tout à fait. L'avant du capuchon chauffant commence à se décolorer, donc c'est en train de devenir assez chaud à l'avant.
Je me dis que je devrais peut-être ajouter un peu de refroidissement par eau pour voir si ça refroidit effectivement cette plaque froide. Le capuchon chauffant rouge et l'extrémité refroidie à environ 40 degrés. Celsius montrait que la surchauffe n'était pas le problème. J'ai donc ajouté un refroidissement externe pour ramener le moteur à une bonne température pour le démontage. À l'intérieur, il était évident que le moteur chauffait beaucoup. Même le déplaceur était un peu décoloré, ce qui prouve que l'air chauffe vraiment bien à l'intérieur, même sans contact direct avec le capuchon chauffant. J'ai vérifié les joints d'étanchéité et graissé le joint torique de l'axe du déplaceur pour éviter toute fuite. Et avec l'avant du moteur réassemblé, je me suis concentré sur les segments de piston puisque c'est le plus grand joint mobile du moteur. Il était difficile de déplacer le piston à cause de l'air emprisonné, ce qui est bon signe. Mais j'ai aussi remarqué qu'il laissait passer beaucoup d'air, ce qui pourrait être la principale source de perte de pression. J'ai tenté de remplacer un anneau en polytétrafluoroéthylène par un joint torique en caoutchouc pour mieux étanchéifier, mais il fuyait ou générait trop de friction. Je me suis alors demandé si je pouvais utiliser un segment de piston, comme dans mon petit moteur à air comprimé, où il se dilate sous la pression pour assurer l'étanchéité au cylindre. Le seul problème, ces segments étaient trop petits, j'avais besoin de beaucoup plus grands. J'ai donc essayé d'en imprimer un en 3D avec du TPU flexible sur mon imprimante de modélisation par dépôt de filament Prusa, ce qui était un pari risqué, car il fallait qu'il ait la bonne flexibilité. Il devait rester parfaitement étanche et, avec un peu de chance, ne pas fondre à cause de la chaleur. Mais après plusieurs prototypes, j'ai trouvé une taille et une forme assurant un minimum de résistance et une meilleure étanchéité. Grâce au refroidissement à l'eau, les parois du cylindre resteront froides, ce qui devrait éviter la surchauffe. J'ai installé le nouveau piston, donc la compression sera bien meilleure. Vous pouvez voir que lorsque je le tourne, le piston repousse vraiment, ce qui veut dire qu'il y a une très bonne compression. Alors croisons les doigts pour que ça fasse la différence. Parce qu'avant, la compression était vraiment horrible comparée à maintenant. Allez, mettons-nous à l'aise et chauffons ce truc. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin du but, mais pas encore tout à fait. Donc l'expansion fonctionne toujours. Il n'y a juste pas assez de débattement. D'accord, laissons tout refroidir avant d'essayer autre chose. Je ne sais pas encore ce que je vais essayer, mais après avoir revu les images, j'ai réalisé quelque chose. Il n'y a juste pas assez de débattement. Si le vilebrequin a 30 mm de débattement, mais que le piston ne bouge qu'environ 14 mm, alors il se peut qu'il surcomprime et surdétende l'air, ce qui pourrait gaspiller énormément d'énergie à chaque cycle. Je ne peux réduire le vilebrequin qu'à 25 mm de débattement à cause de la taille de l'arbre et des roulements. En augmentant le débattement du piston déplaceur, je pourrais déplacer plus d'air entre les côtés chauds et froids, ce qui pourrait accroître la différence de pression et améliorer l'expansion. Ces vilebrequins 3D en résine sur Formlabs Form 4 sont assez solides pour les tests et plus légers que l'aluminium. Mais pour l'instant, l'équilibrage moteur n'est pas prioritaire. Avec les nouveaux vilebrequins installés et un déplaceur légèrement plus court pour éviter de toucher l'extrémité du cylindre avec sa course augmentée, le moteur est prêt pour un autre essai. J'espère vraiment que ça va marcher. Allez, allez. Est-ce que ça fonctionne tout seul? Ça fonctionne? Ça marche. Allez, plus de chaleur, plus de chaleur. Ça fonctionne vraiment. Waouh. Ce n'est pas très rapide.
Mais je pense qu'il y a quelques éléments qu'on peut changer pour améliorer ses performances. C'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Le son est tellement amusant. Même si je suis incroyablement content d'avoir enfin réussi à faire tourner ce moteur, je n'ai pas pu résister à l'envie d'essayer de le faire tourner un peu mieux. J'ai remplacé la courroie de distribution par une plus fine, car celle plus épaisse gaspillait de l'énergie en se pliant sur les poulies. J'ai aussi remplacé une poulie motrice de la roue arrière par un volant d'inertie, car le rapport de la poulie d'origine était peut-être trop élevé, ce qui empêchait le moteur de monter en régime. Beaucoup d'améliorations restent possibles pour ce moteur, comme l'intégration d'un régénérateur pour récupérer l'énergie thermique à chaque cycle et accroître la pression interne. Plus de pression implique plus d'air dans le moteur, donc plus d'expansion et de puissance. Je dois encore fabriquer un brûleur adapté, finir le refroidissement à eau avec radiateur et concevoir un embrayage, car les moteurs de Stirling régulent mal la puissance. En fait, j'ai coupé la chaleur il y a un moment et il continue de tourner grâce à la chaleur stockée dans le chapeau chaud en acier. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la deuxième partie et merci d'avoir regardé.